Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. L'automatisation, un mot qui fait peur et pourtant elle a des atouts. On en parle dans quelques instants avec Maxime Laugier. La pause café, comme chaque semaine avec Caroline Ricross, lutter contre les discriminations raciales. C'était la journée internationale. Caroline nous en parlera dans quelques instants dans sa chronique. Et puis le cercle RH, le secteur de l'hôtellerie-restauration, un secteur qui a été fortement impacté par la crise Covid, un secteur en mutation, un accord qui a été signé sur les hausses de salaire, mais il reste encore à régler les conditions de travail. On en débat dans quelques instants avec mes invités. Et puis fenêtre sur l'emploi, mais justement on parlera de recherche d'emploi. Le mental, c'est central, c'est ce que nous dira Marie Hombrook, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job et on parle aujourd'hui d'un sujet qui est un mot qui fait un peu peur quand on l'utilise, l'automatisation, mais vous allez le découvrir dans quelques instants, l'automatisation a des atouts. On en parle avec Maxime Laugier. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes le directeur France de UiPath, est-ce que je l'ai bien prononcé d'ailleurs? Certains disent UiPath, d'autres disent UiPath. Mais Oui, alors comme vous le souhaitez. J'ai francisé. C'est intéressant, Maxime, d'abord pour l'histoire de cette entreprise. C'est une licorne, mais qui est née en Roumanie, c'est bien cela? Absolument. Elle est née en Roumanie et c'est important, on y tient beaucoup. C'est donc le fondateur Daniel Dines qui a fondé la société il y a plusieurs années maintenant. Et nous sommes rentrés en bourse en avril dernier au Nasdaq aux États-Unis. Donc c'est une belle success story. Alors, un mot et plusieurs sur ce que vous proposez à vos clients, puisqu'on parle d'automatisation. C'est quoi l'esprit du produit que vous développez? C'est quoi? C'est améliorer les conditions de travail pour finalement retirer les tâches les plus roboratives? C'est ça, vous venez de l'exprimer. Je pense qu'on a tous eu des jobs où on avait des tâches rébarbatives à effectuer. Et l'objectif de l'automatisation, c'est la capacité de prendre en charge tout ou partie de ces tâches qui sont répétitives, qui sont manuelles, fastidieuses et qui empêchent quelque part d'être bien dans son job, pour reprendre le titre du tuto. Et surtout, je pense, de donner du sens. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient énormément. Et on a un atout, je pense, fort à travers l'automatisation sur comment on peut aider et comment on peut supporter, puisque c'est un assistant de tous les jours pour qu'on soit bien dans notre job au quotidien et qu'on utilise réellement toute notre capacité créative. Maxime, sur la homepage, en tout cas, vous le dites, c'est un punchline. Nous concevons des robots pour que les gens ne deviennent pas des robots. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas votre outil, ce n'est pas un robot au sens propre du mot, tel qu'on peut les voir au Japon, c'est-à-dire des sortes de miroirs des hommes. Ce sont des outils informatiques, vous le confirmez? Oui, tout à fait, vous avez raison. Et c'est vrai que le mot robot, spécialement en France, on le voit avec des bras et des jambes. Donc, il faut le démystifier. C'est bien un assistant digital, un logiciel qui s'installe, qui est à votre côté, qui du coup travaille à vos côtés, comme un peu Nono, le petit robot, qui du coup vous est sympathique et vous rend votre quotidien plus agile. Ouais, c'était un peu mon surnom d'ailleurs, Maxime. Parfois on m'appelle Nono, mais pas le petit robot, le petit journaliste. Juste quelques mots très concrets, parce qu'on a envie de comprendre. Finalement, vous dites que ça permet de délester des tâches parfois un peu épuisantes, qui sont parfois inutiles, et finalement l'outil, le robot prend en charge. C'est quoi comme type de tâche? Qu'est-ce que propose votre outil? Des tâches, c'est une bonne question parce que je pense que c'est pas immédiat quand on dit automatisation. Globalement, ça permet, si je vais prendre un exemple tout simple, on a tous fait des copier-coller dans des fichiers, que ce soit des tableurs, que ce soit des gens aussi qui vont recevoir des factures, qui vont lire ces factures, les ressaisir dans un autre système. Ça peut être aussi dans des ressources humaines, être capable d'aller saisir dans un logiciel le nombre de temps passé à soit en PTO, excusez-moi, mais en congé maternité, soit en congé paternité, etc. Tout ça sont des tâches manuelles qu'on peut automatiser et qui du coup rendent le processus beaucoup plus efficace
et beaucoup plus efficient au sein des entreprises. Donc, un robot est capable d'émuler toutes les actions, ou un assistant digital est capable d'émuler toutes les actions qu'en tant qu'humain on peut faire, donc avec nos mains, avec la vue, et ils sont aussi auto-apprenants pour être de plus en plus efficaces. On parle de robots, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce sont des mots comme ça qui évidemment, vu de France, peuvent faire peur. Vous dites que ce n'est pas des robots qui remplacent le travail, parce que l'autre sujet qui est posé par l'automatisation, on l'a vu dans le monde du secteur automobile, mais pas que là d'ailleurs, c'est que les salariés disent mais quand un robot arrive, on perd nos emplois. Vous dites non, pas du tout. Absolument. En fait, il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire que on va créer des emplois, mais ailleurs. C'est-à-dire qu'on va rendre le job plus intéressant. Ça, c'est être bien dans son job. Et ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est on crée tout un écosystème autour de l'automatisation qui crée de nouveaux emplois, soit dans le développement de ces assistants digitaux, soit chez nos partenaires, puisqu'on a besoin aussi de mettre en place ces solutions et nos partenaires, du coup, emploient aussi beaucoup d'ingénieurs pour les mettre en place. Qu'est-ce que vous disent vos clients? Parce qu'évidemment, on l'a compris, l'entreprise est née en Roumanie, c'est une licorne, ça cartonne. Vous avez 1,5 million d'utilisateurs dans le monde, 9600 sociétés qui utilisent déjà votre outil, votre robot. Vous dites quoi d'ailleurs à vos clients? C'est robot, c'est un outil. Vous assumez le mot robot? Alors, on l'assume. Tout dépend en revanche du secteur. Certains ont la capacité à appréhender le mot robot, d'autres beaucoup moins parce qu'ils le mystifient, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc ça dépend, mais je pense que assistant digital restera probablement le mot le plus générique adapté, en tout cas au secteur en Europe du Sud. Alors c'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'émissions et de débats dans Smart Job sur les difficultés de recrutement. Vous, comment ça se passe avec vos clients? Ils sont très demandeurs, vous sentez qu'ils accélèrent justement sur le fait de vous acheter ces outils. Comment ça se passe? Quelle est leur relation à la sortie de cette crise Covid avec cette automatisation des tâches? C'est une très très bonne question parce qu'il y a eu le pendant et il y a eu l'après. Déjà pendant le Covid, il y a eu effectivement une prise de conscience et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Les gens se sont dit on a besoin aussi finalement de pallier à certains manques dans l'efficacité des processus, notamment les administrations publiques en France qui utilisent beaucoup l'automatisation au service du citoyen. Donc parce qu'on a ce besoin finalement de garantir un niveau de service. Donc ça, c'était aussi pendant le Covid. Post-Covid, après cette prise de conscience, c'est finalement quel est le rôle de l'automatisation au sein de mon entreprise et au sein de mes départements. Et là, il y a 4 thématiques pour moi majeures. Il y a la première qui est l'augmentation de la productivité, la deuxième qui est finalement diminuer le taux d'erreur aussi, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être faites dues d'ailleurs à une surcharge sur des tâches fastidieuses. Il y a l'augmentation de la satisfaction client et ça c'est très important. Et le quatrième, mais c'est un peu le corollaire de tout, c'est un peu la symétrie des attentions. Un employé qui est heureux parce qu'il est content de faire son job, demain va donner un service et un bon service à son client. Donc au final, c'est un client heureux. Donc c'est un cercle vertueux et c'est comme ça qu'on doit je pense en tout cas, le prendre en considération. Maxime, il y a un autre sujet important, mais qui est le corollaire de la question précédente, c'est cette pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que certains de vos clients vous disent on n'arrive pas finalement à trouver de salariés pour faire ces tâches qui sont parfois fastidieuses, qui ne sont pas forcément intéressantes en termes de sens? Est-ce qu'elles vous disent finalement votre outil, ça permet de lutter aussi contre cette pénurie de main-d'œuvre? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on arrive avec les nouvelles générations qui, de mon point de vue en tout cas, sont beaucoup plus alertes, ont besoin de beaucoup plus de sens à donner dans leur travail au quotidien, refusent systématiquement d'aller sur des emplois où on va leur demander des tâches manuelles dans des métiers, on va dire, très répétitifs. Et c'est là où finalement l'automatisation permet avec cet assistant digital, de rendre la tâche beaucoup plus intéressante avec des missions beaucoup plus créatives parce que ce qu'on faisait, j'allais dire peut-être en un mois de tâches répétitives va se faire en 2 jours et tout le reste va être passé
sur des tâches beaucoup plus intéressantes et donc des gens qui sont des diplômés, hein, Oui, bien sûr. ou pas. Mais en tout cas, on va démarrer par ceux qui ont fait beaucoup d'études dans ces grandes entreprises. Comment rénover, comment rebrander aussi ces grandes entreprises qui souffrent aujourd'hui d'attractivité grâce à l'automatisation. Maxime, avant de nous quitter, vous embauchez, parce que j'évoquais l'entreprise, votre entreprise, dont vous êtes le directeur France de UiPath. Vous embauchez, vous accélérez, vous aussi, sur les recrutements? Oui, absolument. Nous, on a doublé notre taille à peu près donc, cette année et ça va continuer. Donc oui, on embauche beaucoup, on embauche en France, en Europe du Sud, dont j'ai la charge aussi, et dans toute l'Europe et dans le monde. Donc c'est une société qui est en très forte croissance parce que effectivement c'est une technologie extrêmement importante pour nos clients. Merci Maxime Logier, directeur France de UiPath, qui est une entreprise internationale, on l'aura compris. Elle est née en Roumanie. C'est une licorne. Il y a déjà 1 500 000 utilisateurs et plus de 9 600 sociétés qui fonctionnent avec UiPath. Merci Maxime d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est la pause café. Petite pause café, c'est toujours utile, avec Caroline Ricros. La pause café avec Caroline Ricros. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Vous souriez, mais le sujet dont on parle aujourd'hui et dont vous avez choisi de nous parler traite de la discrimination raciale au travail. C'était il y a quelques jours la journée internationale. C'était lundi. C'était lundi et c'est un sujet qui est loin d'être exceptionnel dans le monde, mais aussi dans notre pays. Oui, en France, c'est vrai que la vie professionnelle est même, par exemple, le lieu où s'expriment le plus les discriminations. C'est ce qui ressort d'un sondage IFOP mené auprès de plus de 4000 salariés pour l'entreprise MakeMyCV.fr. Alors, d'après ce sondage qui a été réalisé du coup pour cette journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, eh bien, près d'un salarié sur 3 a été victime d'une ou plusieurs formes de discrimination ou de harcèlement même au cours de sa carrière. Des discriminations qui sont présentes dès l'entretien d'embauche, puisque 13% des personnes interrogées disent y avoir été confrontées. Une proportion, Arnaud, qui monte à 51% concernant la recherche d'emploi lorsqu'on se concentre sur les réponses des personnes dites racisées. C'est 3 fois plus que la moyenne observée chez l'ensemble des Français. Une fois embauchés dans le cadre des activités professionnelles, ces discriminations persistent, nous le verrons. D'ailleurs, petite précision avant de rentrer un peu plus dans cette chronique. Racisé, c'est le terme qui a été retenu par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Il fait référence en fait à l'appartenance à un groupe ethnique perçu par les autres. Difficile, oui, en tout cas, Arnaud, de faire une liste véritablement exhaustive des discriminations vécues au travail, tant elles sont multiples. Mais toujours d'après cette enquête, 38% des personnes handicapées disent quand même avoir rencontré des difficultés dans l'évolution de leur carrière parce qu'elles sont handicapées. 40% des musulmans estiment avoir été discriminés à l'heure d'obtenir une augmentation contre 16% pour l'ensemble des salariés. Les croyances et l'origine sont ou restent un facteur de discrimination, qui sont les deux piliers les plus importants de ces discriminations. 30% des personnes racisées déclarent en effet avoir été victimes de discrimination au cours de leur carrière, tandis que 37% des musulmans affirment avoir été discriminés en raison de leurs croyances religieuses réelles ou supposées. L'accent est aussi un facteur de moquerie quand on a un petit accent chantant ou d'humiliation. Un tiers des salariés dont l'accent est prononcé en ont été la cible. La région également, la commune ou encore même le quartier d'origine peuvent aussi donner lieu à des discriminations. Ce sont plutôt d'ailleurs les personnes originaires d'Île-de-France qui disent en être victimes, 12% contre 9% pour les autres. Il y a le physique et le genre aussi qui sont malheureusement des motifs de discrimination. Et oui, puisque l'étude montre que plus d'un salarié sur 5 a déjà fait l'objet de propos déplacés, voire insultants en raison de son apparence physique. C'est incroyable quand même. Plus de 2 salariés sur 10 assurent avoir été victimes de remarques désobligeantes sur un détail physique comme la coiffure, par exemple. 14% ont subi des remarques sur leur tenue et 13% sur leur corpulence. Alors, sans grande surprise, forcément, les femmes sont quand même plus touchées par ce type de discrimination que les hommes. Près de 2 femmes sur 10. 9% d'entre elles déclarent même avoir subi des propos malveillants parce qu'elles étaient enceintes. Et puis, l'orientation sexuelle reste également un motif de discrimination, puisque 2 tiers des personnes homosexuelles qui ont été interrogées pour cette enquête confient en être victimes. Alors, un chiffre intéressant, Caroline, vous l'avez sélectionné. On est à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle et ce chiffre, évidemment, est fort intéressant.
Plus de 6 Français sur 10 se déclarent pour une lutte rigoureuse contre le racisme. Alors, c'est quand même rassurant. Selon le sondage annuel Harris Il y en a Interactive... 4 qui ne sont pas fort favorables. Oui. C'est rassurant, oui. Oui, c'est vrai qu'il faut mettre dans une balance. Oui. Selon le sondage annuel Harris Interactive pour la Fédération des maisons des potes, 84% des Français sont pour renforcer les sanctions juridiques contre les employeurs coupables de discrimination liée à l'origine, la nationalité, la couleur de peau ou encore la religion. 75% sont également favorables à une anonymisation des CV lors des embauches. Qu'est-ce que dit la loi d'ailleurs sur les discriminations ? Eh bien, ça relève du pénal, ça c'est Absolument. sûr. L'article 225-1 du Code pénal prohibe toute discrimination basée sur les 20 critères suivants: sexe, origine, situation de famille, apparence physique, patronyme, grossesse, état de santé, caractéristiques génétiques, handicap, orientation sexuelle, mœurs, âge, activité syndicale, les convictions religieuses, opinions politique, une appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, une identité sexuelle, un lieu de résidence. Bref, il y a quand même une sacrée liste. La loi punit les comportements discriminatoires des personnes physiques de 3 à 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 75 000 euros d'amende. Peine maximale. Donc en conclusion, Arnaud, il ne faut surtout pas hésiter à dénoncer ces discriminations quand on en est victime. À le dénoncer ou même par ailleurs lorsqu'on est témoin. Tout à fait. Puisqu'il y a ce débat aussi, parfois on assiste à des choses qui sont inadmissibles et Oui. on hésite parfois. En tout cas, je retiens que 6 Français sur 10, verre à moitié vide, verre à moitié plein, en tout cas, souhaitent que les candidats luttent rigoureusement contre le racisme. Merci Caroline. Vous aviez le sourire, mais c'est vrai que le sujet ne le donne pas, en effet. On fait une courte pause, on s'intéresse à la situation du secteur de l'hôtellerie-restauration. Alors ils viennent régulièrement sur ce plateau, on en a parlé lors de la crise Covid. Nous sortons de cette crise Covid. Où en est ce secteur ? Ils ont signé un accord d'augmentation des salaires, mais il reste encore quelques négociations un peu tendues d'ailleurs. On va en parler avec des professionnels du secteur justement et des juristes. C'est juste après la pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On s'intéresse aujourd'hui au secteur de l'hôtellerie, restauration, café, mais pas seulement, les discothèques aussi qui sont concernées. Vous vous souvenez, on a traité ce sujet très régulièrement pendant la crise Covid, sur les difficultés évidemment d'ouverture, de fermeture, sur les difficultés de recrutement et sur les négociations qui étaient à l'époque en cours pour l'augmentation des salaires. C'est acquis, mais il y a d'autres revendications aujourd'hui sur les conditions de travail. On en parle avec mes invités. Pascal Mousset est avec moi. Vous étiez déjà là il y a quelques mois, justement pour nous informer, je dirais, en temps réel presque, des négos. Vous êtes le président du GNI Paris-Île-de-France, à la tête de très beaux établissements, pour ne pas les citer, comme chez Françoise par exemple, parce que c'est vous qui êtes aux manettes et qui accueillez, toujours avec une très grande élégance, faut-il le préciser. Vous nous raconterez où en sont ces négociations, parce que les conditions de travail restent un peu une pierre d'achoppement entre les salariés et les professionnels. Avec nous, Nicolas Mancret, vous êtes avocat en droit social, vous êtes déjà venu nous parler de ce sujet, savoir concrètement où on en est, que dit le droit sur cette question. Et puis Florent Malbranc, vous êtes cofondateur et PDG de Brigade. Vous avez retiré le... On a retiré le plus international. Pour faire Brigade. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une structure en fait, qui met en relation les professionnels, les patrons, avec des indépendants. Vous vous situez quoi ? Comme une agence de recrutement ? Comment vous définiriez ? On est apporteur d'affaires pour des professionnels à leur compte, qui ont des compétences et qui souhaitent les valoriser auprès de clients, que sont les restaurateurs. D'accord. Donc les personnes qui sont dans votre fichier, ce sont des professionnels ? Ce sont des professionnels qui sont à leur compte, ce qui veut dire qu'ils sont en effet indépendants sous différentes formes, et ils font de la prestation de services auprès d'entreprises que sont des restaurateurs, des hôteliers, des traiteurs ou autres. Ouais, non, mais c'est important que vous nous l'expliquiez. C'est pour ça que je vous lançais sur l'idée que vous n'étiez pas une agence de recrutement traditionnelle. On pousse la porte, bonjour, je suis serveur, trouvez-moi un job dans les 15 jours. C'est pas ça le sujet. Ce sont des professionnels donc qui ont mis en veille leur restaurant, qui non. Quand je dis des professionnels, c'est des gens qui ont de l'expérience. D'accord, non mais voilà. Professionnel, ça veut dire, chez nous, ça veut dire talent en fait, personne qui travaille dans l'hôtellerie-restauration. Par contre, on a des anciens restaurateurs qui travaillent avec nous dans des périodes d'entre-deux. Ça arrive. On ne va pas faire toute l'émission sur votre entreprise, mais comme c'est un peu nouveau dans le secteur hôtellerie-restauration, qu'est-ce qui vous distingue d'une entreprise, d'une agence de recrutement ? Plein de choses. Déjà, le modèle économique et de la prestation de services, et surtout la façon de fonctionner. Il y a 5 ans, on lance le projet. Moi, j'ai investi dans plusieurs restaurants, donc j'ai bien mis les mains dedans. Vous connaissez l'économie du restaurant ? Je connais l'économie de la restauration, et c'est justement en partant de ce constat
On se dit, en fait, je ne comprends pas. D'un côté, il y a des restaurateurs qui se plaignent de ne pas trouver du personnel qualifié, que ce soit à la dernière minute, que ce soit pour des prestations ponctuelles ou plus longues. Et de l'autre côté, en fait, et c'est là où on est allé creuser, il y a des gens qui ont envie de travailler, mais qui ne sont pas contents de la rémunération, des conditions de travail, de l'accès au travail, et qui disent ça ne convient plus du tout à mon mode de vie actuel. Un exemple tout simple, je suis maman depuis peu longtemps, j'ai des enfants en bas âge, je ne peux pas travailler tard le soir. Voilà. Et donc je quitte l'industrie. Et c'est ce qui se produit depuis toujours, c'est pour ça que ça fait quasiment 10 ans qu'on manque de 100 000 personnes dans le secteur, qu'il y a 300 000 personnes qui ont quitté le secteur depuis quelques mois. Et donc on a voulu réparer ça. Et pour réparer ça, il faut apporter une solution. Une solution, c'est forcément quelque chose de nouveau. Et donc on a décidé de sortir du cadre de ce qui existait jusqu'à présent et d'apporter cette solution technologique, certes, mais au service à la fois des restaurateurs et à la fois des talents. Des solutions, c'est-à-dire vos talents sont embauchés en CDD ou ils sont indépendants? Non, ils sont indépendants. Non, mais c'est important de le dire. Facture. Donc ça veut dire qu'ils sont auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs pour le dire simplement, à 80%, et vont facturer leurs prestations de service sur la durée de la mission. Il n'y a aucune différence avec un designer ou un développeur qui viendrait dans une entreprise apporter ses compétences ponctuellement pour un besoin. La mission moyenne... C'est important de l'entendre. C'est très très important. La mission moyenne chez Brigade, c'est 1 jour et demi. C'est très très court. On n'est pas là pour détruire du CDI, on n'est pas là pour remplacer le personnel du restaurant, on est là pour apporter, nous, pour connecter quelqu'un qui va apporter une aide, un renfort pendant un moment. Ce qui est disruptif, c'est que vous avez intégré il y a 5 ans l'idée que ce métier et les salariés voulaient changer de vie, devaient changer parce que vous y êtes passé, que vous avez fini à minuit et demi en train de balayer le resto et nettoyer la cuisine et de le fermer à 1h30 du matin. Et ça, vous l'avez vécu. Juste un mot avant de rentrer dans les détails des négos, parce que c'est aussi l'objet de notre émission. Ça vous séduit, cette formule-là? C'est-à-dire que c'est plus un salarié que vous prenez en CDD avec une petite période d'essai, c'est quelqu'un qui vous dit, moi je suis indépendant, on se facture, donc je suis très libre aussi. Ce que propose Florence et d'autres entreprises le proposent aujourd'hui, je parle sous le contrôle de maître, à la limite du droit du travail, c'est-à-dire qu'il faut être très prudent. Quand on a une brigade, on peut ajuster quand il y a un surcroît d'activité avec ce type de prestation. On ne peut pas construire un business plan autour de collaborateurs qui viennent travailler dans le cadre de missions. Ça reste quand même un ajustement, un surcroît d'activité. Ils viennent compléter une équipe. Ou à une prestation événementielle. Donc, pour les restaurateurs, c'est un service qui existe parmi d'autres. On peut aussi travailler à l'ancienne, comme je fais moi. J'ai une liste, une quinzaine de collaborateurs qui sont d'anciens collaborateurs ou des jeunes que j'ai en apprentissage. Vous les appelez? Et j'ai une liste et je sais leur dispo, s'ils sont dispo le week-end, la semaine, le matin. Et en fonction de leur dispo, ils ont besoin d'avoir un deuxième job à côté de leur job actuel. Ils viennent me dépanner quand ça m'arrange. Après, des plateformes proposent ce service moyennant rémunération. Et je trouve ça très bien. L'important, c'est de pouvoir assurer le service et que le frein au recrutement ne détruise pas le business. Aujourd'hui, au printemps qui vient, j'ai des entreprises qui me disent ne plus accepter de devis, ne plus rentrer de business pour mai-juin, parce qu'ils n'ont pas les ressources humaines, et Florent me le confirmera, pour faire face aux demandes clientèle de mai-juin. Parce qu'on sait, mai-juin, il y a 2 pics dans notre année à Paris. Je parle de Paris, ce que je connais. Il y a décembre et juin. Ouais. Et vous avez une demande de personnel énorme. Les traiteurs nous en prennent beaucoup sur des événements sportifs ou des événements culturels. Le mariage. Il y a Roland-Garros, il y a un tas d'événements. Une année sur 2, il y a le salon de l'aéronautique. Et on sait qu'il n'y a pas le personnel. Donc la problématique, et la brigade est utile à ce moment-là, ou des entreprises... Pour venir compléter ponctuellement sur 15 jours. Exactement, pour les surcroîts d'activité, les pics. Nicolas Moncret, parce que vous êtes interpellé, là je vous ai vu, on est entré finalement dans un cœur de débat, je pensais qu'on allait être un peu plus dans le contemplatif, là vous dites on est aux limites du droit du travail. Qu'est-ce que dit l'avocat ? L'avocat il dit que le droit du travail ne va pas vraiment aider les professionnels de ce secteur à court terme. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des négociations collectives qui ont été engagées, on va en parler tout à l'heure. Exactement. Et qui quand même ont résonné très fortement sur le secteur, puisqu'on a annoncé les fameux 16% d'augmentation de la grille salariale, et il va falloir les assumer. C'est sur cette branche professionnelle, mais il n'y a pas qu'elle, puisque derrière, vous avez la branche professionnelle des cafétérias et de la restauration rapide, qui attendent un peu au coin de la rue. Ben oui, eux aussi, ils sont au guichet. Et ils regardent l'issue de ces négociations et se disent ça va peut-être être notre tour. Ça, c'est le premier écueil. Enfin, c'est pas un écueil, c'est une négociation. Mais sur le modèle de l'indépendance et de l'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Sur l'indépendance, le droit du travail est toujours un peu à la traîne,
Parce que, en réalité, qu'est-ce qui caractérise un contrat de travail d'une prestation de service? C'est toujours deux critères. C'est le lien de subordination et puis c'est la dépendance économique. Alors, sur le lien de subordination, il est sûr que le prestataire qui travaille, on va quand même lui demander de faire une tâche précise et déterminée par le restaurateur. Peut-être que, précisément parce que vous l'avez dit, l'intervention est ponctuelle et qu'elle va s'échelonner dans le temps à la demande du prestataire et non pas du restaurateur, on va échapper à la requalification du contrat de travail parce qu'on n'aura pas la dépendance économique. Il peut y avoir un risque. Il y a ce risque. Vous savez, les risques se mesurent toujours sur un élément d'appréciation factuelle au cas par cas. Une réponse et les négos, parce qu'on va rentrer dans le dur. J'allais dire, on va pas passer toute l'émission sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est un point important. Vous doutez bien que notre arrivée n'a pas fait plaisir à tout le monde. J'entends. Un grand nombre de fois devant la justice et qu'on a des discussions régulières avec les URSSAF. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'on est intégré à la plateforme, à l'API de l'URSSAF, ce qui nous permet de télédéclarer en fait les prestations et les charges des indépendants, ce qui prouve qu'on a quand même une relation plus que forte avec les URSSAF. Et deuxièmement, comme je le disais, on est passé un certain nombre de fois devant la justice. On n'a jamais eu une seule condamnation. On a toujours gagné. Les concurrents qui nous ont attaqués ont toujours été condamnés pour leur action. Comme je le disais, on est là, on n'est pas là pour remplacer du CDI. C'est important. C'est de l'appoint en fait. Vous n'avez pas été condamné, mais vos clients, est-ce que vous savez si vos clients ont lors de contrôle URSSAF? Je n'ai pas eu le problème des adhérents que je représente, c'est que certains ne sont pas du tout au fait du droit du travail et peuvent, pour des raisons de commodité, parce qu'ils agissent dans l'urgence, parce qu'ils ont la tête dans le guidon tout le temps et que gérer un restaurant, comme on l'a dit en début d'émission, c'est une contrainte et un stress de tous les jours et de toutes les heures. Tomber dans la facilité. Ils vont redemander la même mission aux mêmes collaborateurs X fois par semaine, et donc X fois par mois. Ça devient un CDI. Et lorsqu'ils ont un URSSAF, un contrôle d'URSSAF, on leur dit mais ce monsieur, s'il est venu 70-80 fois dans le trimestre, c'est un CDI passé à la D'où votre vigilance de dire tout de suite c'est de la pointe. Donc ça il faut le dire. C'est dit et c'est même intégré et de l'intérêt de passer par une plateforme comme nous parce que ces comportements sont automatiquement bloqués par la plateforme. On garantit d'une certaine façon la non-dépendance entre les deux et l'impossibilité de la régularité. De la surrépétition du même collaborateur. On n'est pas là, je le redis et j'en profite, on n'est pas là pour détruire des CDI. On a même, les indépendants peuvent télécharger depuis leur espace utilisateur la liste de leurs clients avec les numéros de téléphone, les noms, les emails, ils peuvent les recontacter. Ils peuvent très bien signer un CDI ou un CDD à un moment directement. Passer en direct, pour le dire simplement. Exactement, parce que ce n'est pas notre métier de faire ça. C'est vraiment important. Vous ne voulez pas qu'on vous traite de Uber, d'ubérisé, une forme de corporation, parce qu'il y a une forme de disruption, parce que c'est très nouveau, ce modèle. Un dernier mot, et les négos. Finalement, cette plateforme a travaillé les deux écueils. C'est une petite révolution quand même. Ah oui, parce que la première chose, c'est la récurrence qui crée la dépendance, vous y répondez. Et le deuxième sujet qui peut être vu de manière agressive par l'URSSAF, c'est si le prestataire n'a lui-même pas acquitté ses cotisations. Et comme vous veillez à ce point-là, forcément, on limite le risque. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes implémenté sur l'URSSAF, parce que les choses se font dans les règles. Sinon, vous ne seriez pas... Et puis même, on n'a pas attendu cet accord de l'URSSAF pour bien faire les choses. Évidemment. C'était pas l'épée de Damoclès, c'est parce que dès le départ, vous étiez carré. Exactement. Et si on a... Enfin, je le redis, on a lancé ça pour résoudre un problème. Mais il est là, le problème. Il est devant nous, là. Et le problème, et on va en parler, c'est ça qui est intéressant. Il y a évidemment le sujet des rémunérations. Et les conditions de travail. Il y a surtout le sujet des conditions de travail. Pascal Mousset, on a ouvert un débat passionnant parce que c'était important qu'on éclaire les téléspectateurs sur cette nouvelle forme de travail liée à l'indépendance dans un secteur qui, à l'origine, n'y était pas habitué. C'est ça qui est intéressant et qui est nouveau. Revenons finalement à la plus traditionnelle, aux négociations syndicales salariales, des organisations. 16%, nous dit Nicolas Mancret, donc les 16% sont actés. Dans le groupe de restauration et puis dans vos adhérents, vous avez plusieurs restaurants et pas des moindres. Vous avez déjà enclenché cette augmentation? Comment ça se passe? Elle va se manifester sur les bulletins de salaire que nous préparons pour la semaine prochaine. Le 1er avril, c'est la semaine prochaine. Et vous avez... C'est 16% minimum, Ah non, attention. Attention, oui, non, mais c'est pour ça que j'aimerais bien... Nous fonctionnons avec des grilles, des échelons, des niveaux. Cette augmentation de 16%, c'est ce que les médias ont retenu. Oui. C'est ce que nous, on a voulu faire passer aussi pour montrer qu'on allait dans la bonne direction.
ça ne concerne que l'échelon 1, niveau 1, c'est-à-dire l'échelon le plus bas, le moins qualifié, qui était, alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, autour de 10 €, qui est passé à 16% de plus, quoi, un peu plus de 11, quoi, de l'heure. Donc après, il y a un tassement. Sur les hauts de la grille, les augmentations sont moins fortes. Chef de rang. Sur des gens qui ont échelon 3, échelon 4, les augmentations sont plus de 8-9%. D'accord, c'était le chiffre moyen qui avait été évoqué à l'issue des négociations. Donc les salariés verront sur leur fiche de paie, à quels que soient leurs échelons, les salariés de ce secteur, ça va jusqu'à la discothèque. Non, tout le monde ne le verra pas parce que tous les salariés qui étaient payés au-dessus de la grille, eux ne sont pas concernés. Moi, j'ai fait un recensement, par exemple, dans mes équipes. Je crois qu'il y a 9 ou 10% des collaborateurs qui travaillent chez moi qui vont voir une augmentation parce qu'ils étaient en dessous de la grille, de la nouvelle grille. Les autres sont tous au-dessus. Ils ne verront pas d'augmentation sur la fiche de paye. Alors, il y a cette négo qui a mis du temps parce que vous n'étiez pas tous d'accord, toutes les organisations patronales n'étaient pas d'accord, il y a eu quelques tensions, puis finalement, on sort par le haut par ces augmentations qui est un coup de pouce pour les salariés. On en est où des négociations? Alors celles-ci, elles sont enclenchées, mais elles n'ont pas abouti sur les fameuses conditions de travail, puisque vous l'évoquiez simplement, ce qui est de dire les salariés disent on finit trop tard, ma pause, la fameuse coupure est trop courte, je ne peux pas rentrer chez moi. Toutes ces questions-là sont sur la table aujourd'hui. Vous en êtes où sur ce point-là? Aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans les négociations. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les entreprises que je représente, c'est des entreprises en moyenne de moins de 10 salariés. Et que faire fonctionner un restaurant midi et soir, vous doublez les brigades, vous fermez la porte, vous mettez la clé sous la porte. C'est ça le problème. Donc, c'est impossible de multiplier par 2 les brigades. Donc, après, la coupure reste une problématique, c'est un frein. On sait que quand en fait, le collaborateur il nous quitte, quand il va avoir un enfant, quand il va démarrer une vie de famille. Ce qu'évoquait Florent. Hein. Et on les garde, nous, de 20 ans à 28-30 ans. Quand ils se marient, qu'ils partent en couple, ils font le choix, souvent, et c'est légitime, d'abandonner le métier si on ne leur propose pas samedi, dimanche de repos et tous les soirs à la maison. Alors on le fait pour un, pour deux, parce que quand on a des structures importantes, mais après, on ne peut pas le faire pour tous les collaborateurs. Donc on accepte de les perdre. Après, ils vont travailler dans notre job. Et ou alors ils viennent s'inscrire sur brigade pour compléter un job où ils sont moins bien rémunérés souvent, parce qu'ils n'ont pas forcément les qualifications pour aller chercher des jobs super bien payés. Ils vont prendre ce job-là parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Et ils complètent. Et ils complètent avec brigade. Et brigade les récupère comme ça pour nous les remettre le soir, un soir par semaine, quand monsieur est là pour garder les enfants, madame va travailler. Ou l'inverse. Donc en fait, c'est un emploi du temps avec des trous, quoi. En fait, nous, on recouvre des situations complètement différentes. Donc en effet, c'est un cas d'usage. Les étudiants aussi. Moi, très peu pour le coup chez nous, parce que c'est quand même des gens assez qualifiés qui sont inscrits sur la plateforme. C'est sûr qu'il y a ce besoin de flexibilité, la parentalité et de souplesse. Et un vrai sujet. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein d'autres sujets, mais c'est en effet oui, on arrive vers ces 30 ans, ça fait 10, voire même parfois 15 ans qu'on travaille dans le secteur, on a besoin d'autre chose. Moi, il y a un seul chiffre, on a fait une étude, c'était pré-Covid, auprès de notre audience, il y a 45% des gens qui travaillent avec nous qui nous disent être restés dans le secteur grâce à une solution comme la nôtre. De l'autre côté, ça sauve les fuites de cerveau, enfin les fuites de talent, quoi. Et de l'autre côté, j'ai 70% des restaurateurs qui nous disent sans vous, je suis certain que je n'aurais pas trouvé pour ce besoin ponctuel. Donc clairement, il y a quelque chose qui se passe dans cette tranche d'âge-là. On perd des talents, il ne faut pas l'oublier, c'est des gens qu'on a formés, qui ont coûté de l'argent. Et qui vont quitter le métier. Qui vont quitter le métier, qu'on a formé pour rien. Et attention, ce n'est pas propre à l'hôtellerie-restauration. On a le même phénomène dans le médico-social dans lequel on est clairement, dans l'éducation. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il faut mettre des solutions sur la table qui permettent à ces gens-là de rester dans le secteur pour lequel ils ont été formés, souvent qu'ils aiment en fait. Ils ont envie de continuer à travailler. C'est un métier de passion. C'est un métier de passion, c'est un métier de vocation. Donc c'est très important qu'on travaille à des solutions qui leur permettent de garder un pied, ou les deux d'ailleurs, c'est possible, dans le secteur. 2 pieds et 2 mains parfois même. C'est assez pratique les mains dans ce métier. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat qui est posé sur les conditions de travail? Parce qu'il y a quand même des sujets, même si les salariés défendent âprement leurs droits, mais les patrons ont aussi des éléments à faire valoir. C'est un peu insoluble. Il y a certains sujets sur les conditions de travail qui, objectivement, sont insolubles. La double brigade pour un restaurant, enfin, je veux dire, un chef d'entreprise vous dit c'est pas possible. Enfin, c'est pas négociable, je veux dire. Il y a 2 stades sur notre sujet. Le stade de la négociation de branche, vous venez de l'évoquer. En ce moment, hein. Oui, la branche, elle ne peut pas prendre le risque de négocier pour tous ses adhérents des conditions trop restrictives qui seraient contraires aux besoins opérationnels. Donc ensuite, quelle est la possibilité? C'est pour les gros acteurs du secteur qui ont eux-mêmes en interne des négociations, d'essayer de voir si on peut pratiquement faire améliorer les choses. Alors on peut soit les négocier avec des organisations syndicales, soit avec des CSE
lorsqu'il n'y a pas d'organisation syndicale, soit même par la voie du contrat de travail. Bon, mais assez rapidement, évidemment, on sera rattrapé soit par le normatif, soit par le sujet opérationnel. Donc en réalité, c'est quasi insoluble. Il y a le débat de la prime qui vient réparer justement la qui ne compte pas pour les points retraite. Enfin, voilà, c'est un sujet important. D'activité. Il faut quand même, je crois, tenir compte des spécificités de ce secteur d'activité. Et vous l'avez dit, lorsqu'on rejoint le secteur de la restauration, je mets du point de vue du collaborateur, eh bien, on en accepte les règles et les difficultés organisationnelles. Pascal, votre organisation a fait des propositions et interpelle les candidats à l'élection présidentielle parce qu'il ne faut pas laisser mourir ce secteur, qui est assez large, puisqu'on vous évoquiez tout à l'heure qu'il y avait aussi la restauration rapide, qui ne sont pas la même chose que le petit café parisien avec ce service un peu particulier, mais néanmoins, c'est un secteur en difficulté. L'issue de la négo, avant de vous interroger sur les candidats, je sais que vous n'êtes pas dans la négociation, mais vous dites ça va être plus compliqué que sur les salaires. Ah oui, ce sera beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, nos entreprises, j'étais ce matin en visio avec les différents présidents de région de mon organisation. On est encore à moins 30% en Occitanie. Toutes les grandes villes où il y a la plus grande concentration d'entreprises, aujourd'hui, n'ont jamais retrouvé leur chiffre d'affaires de 2019. Ils vont prendre là des augmentations de masse salariale. L'énergie, on n'en parle pas, mais on n'est pas du tout inclus dans le prix, on n'est pas inclus dans le plan de résilience dont parle le Premier ministre aujourd'hui suite à la crise ukrainienne. Énergie et matières premières. Or, moi j'ajoute eau, électricité, gaz dans un resto, c'est le même poids que le loyer. Dans un hôtel, vous additionnez les fluides, l'énergie, c'est le même poids que le loyer. Quand ça double, et nos taux de marge dans le secteur sont des taux de marge extrêmement faibles. On oublie de dire que c'est un métier de main-d'œuvre, il n'y a pas d'économie d'échelle, il faut un serveur pour tant de clients, un cuisinier pour tant de clients. C'est incontournable. On n'a jamais fait, on n'est pas dans le digital, on n'appuie pas sur un bouton pour vous amener vos plats. Donc aujourd'hui, on est dans une problématique de comment viabiliser nos entreprises. Quand j'entends parler des marins-pêcheurs qui refusent de sortir, parce que si gasoil trop cher. Gasoil trop cher, ça vaut pas le coup d'aller ramasser de la coquille Saint-Jacques. Nous, ça vaut pas le coup non plus d'ouvrir nos restaurants. Si aujourd'hui on se prend l'augmentation de la masse salariale, l'augmentation de l'énergie, les loyers, je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai des adhérents qui ont pris 7% d'augmentation de loyer cette année. 7%, parce que c'est un indice mixte qui ne prend pas que la construction, il prend la consommation aussi. Et les matières premières, excusez-moi, parce qu'il y a quand même... Et les matières premières, allez essayer d'acheter ce matin du homard ou des produits chers. Et même les produits de base valent très très cher, on l'a tous vu. Donc c'est une équation. Le risque, nous, c'est une paupérisation du métier, de rentrer dans un système de concept où il n'y aura plus de service, où le client fera son expérience, comme on dit aujourd'hui. Ça veut dire destruction. Parce que quand on dit le client, il se sert tout seul, quoi. Les nouvelles expériences clients, c'est démerde-toi toi-même. C'est exactement ça. Do it yourself. Ça veut dire ça, tu vas te servir et tu te débrouilles. Si on appelle ça encore un restaurant et un hôtel demain, nous, si on veut maintenir cette qualité de prestation et ce qui fait un peu l'honneur de notre pays et pas tomber dans le fast-food complet, il faut quand même trouver des dispositifs. C'est le sens des 35 propositions qu'on a fait aux candidats à la présidentielle. 35 propositions pour faire que le tourisme, dont nous sommes un des acteurs majeurs, notamment à Paris, soit demain une source d'emploi, mais aussi source de création, de valeur, d'exportation. On a des beaux fleurons qui exportent dans le monde entier nos savoir-faire quand même. Mais Florent Malbranche, juste quelques mots, parce qu'on entend le caractère disruptif. On a eu ce débat d'ailleurs assez intense là, il y a quelques instants, mais vous dites, grâce à ce système, on peut sauver le métier. Grâce à mon modèle, on peut le sauver. Ou est-ce que c'est un modèle mixte? Non, mais bien sûr, Pascal Mousset, je caricature ma question pour aller à l'essentiel. Non, nous tout seuls, on ne va pas sauver le métier. C'est le mixte. Mais bien sûr. Non, mais je n'ai pas cette prétention. Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux. Non, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, c'est un métier, j'en parlais il n'y a pas longtemps, là, sur un restaurant récemment étoilé, qui a récemment sa première étoile. C'est sorti, là, le Michelin. Là. Et en fait, on parlait le prix du menu, qui, moi je lui disais, en fait, c'est pas assez cher. Les salaires en cuisine, et en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces métiers qui sont plus... ça ne tient pas économiquement. Moi, je suis aussi chef d'entreprise. Il y a un moment, on fait les comptes, on additionne, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième élément... Donc, il faut payer les choses à leur prix, quoi. Exactement. Ouais. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut absolument revaloriser ces métiers. Comment, selon vous? Alors, c'est là où salaire nous, on intervient. Ouais. Non, alors, pas que. D'accord. Mais il faut redonner envie aux gens de venir travailler dans ce secteur. Et en fait, c'est une dynamique positive. Et là, on a un vrai rôle à jouer. Bien sûr. Quand on rend le métier plus supportable. Alors,
y a des contraintes. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle. Il y a des éléments sur discute pas. lesquels on peut faire bouger sur le supportable, parce qu'on a compris que la double brigade, c'est pas jouable. Et vous y êtes d'accord. Mais est-ce que sur la pause, sur la coupure, sur l'organisation d'une obligation de jours de repos le week-end, est-ce que vous dites c'est jouable? Honnêtement, sur le salariat, du coup, le vrai contrat de travail, moi j'ai assez peu d'avis. Je pense qu'il faut flexibiliser un peu, rendre du temps aux gens. Et c'est là où des solutions comme les nôtres peuvent venir. Si vraiment je mets le débat juridique de côté, juste le fait de pouvoir faire appel à des talents ponctuellement, à d'avoir ce que vous avez en fait aujourd'hui, ce petit carnet avec Vient soulager les salariés. 15 personnes, ça vient soulager les salariés. Et nous, en fait, on permet de réaliser ça à l'échelle. Aujourd'hui, un bon utilisateur côté restaurateur de brigade, c'est quelqu'un qui a une cinquantaine, une soixantaine de freelance en fait, avec qui il peut collaborer régulièrement. Mais c'est le carnet à spirale de Pascal, quoi. Exactement. Il appuie sur un bouton, ils sont tous sollicités. Il peut, il y a une option où il peut solliciter uniquement ce petit carnet en fait. Il y en a un qui accepte. Ils se mettent d'accord ensemble sur les conditions de réalisation de la mission. Tac-lac. Et terminé. Donc ça vient soulager les équipes, c'est sûr. Nicolas Mancret, il y avait deux sujets. Enfin, il y a eu le rapport de subordination, on va pas y revenir. Il y en a un qui est bon et l'autre qui est plus compliqué. Celui qui est bon, c'est la fameuse activité partielle qu'on connaît tous maintenant depuis 2 ans. Il y a un cas de recours en activité partielle, c'est le texte de 2013, qui concerne les difficultés d'approvisionnement en matières premières. Donc ça veut dire que si on a une augmentation très forte du gaz, de l'électricité, des éléments de consommation, ce qui est le cas en ce moment. Voilà, on pourrait imaginer, on ne le souhaite pas, mais si les professionnels du secteur sont touchés et qu'il faut sur des périodes de moindre activité imaginer de replacer des collaborateurs en activité partielle, on pourrait le faire sur ce fondement juridique. Et là, on n'a pas besoin de mouvementer, de modifier un texte qui existe déjà. Ça lui permet quoi au restaurateur, au chef d'entreprise? Ça va lui permettre, tout comme pendant la période du Covid, de faire travailler les salariés sur une partie du temps, et le reste du temps, c'est l'État pris en charge par l'État, qui sera pris en charge via la fameuse allocation d'activité partielle. On y va à grands pas, Pascal Mousset. Il y a déjà à Paris là, on y est. Bon nombre de grandes entreprises qui sont sous la PLD Oui. du fait de la sortie Covid, parce qu'ils n'ont pas encore encaissé janvier, février, cette 5e vague. Voilà. Mais là, on serait sur un autre cas de recours, parce que Covid, c'était le 5e cas de recours du texte. Là, on pourrait être sur le second, qui est les difficultés d'approvisionnement en matières premières. Maintenant, il y a un deuxième sujet, moi, que je vais évoquer, qui n'est pas pour maintenant, mais qui est pour l'année prochaine, ça va venir vite. Oui. C'est la problématique des bonus-malus pour les contrats courts. Tout à fait. Voilà. Donc, on rappelle vite fait le dispositif. C'est que si on a un taux de recours à des CDD ou des contrats précaires qui est supérieur à une moyenne, qui sera apprécié en fin d'année, eh bien, l'année prochaine, le restaurateur supportera une cotisation de financement du régime Pôle emploi qui vient de changer de nom depuis quelques jours. France, oui, c'est en train de... Voilà, c'est en train de changer de nom. Travail. Et bien, cette cotisation va augmenter. Donc, ça va être une charge supplémentaire pour les employeurs. Le dispositif est catastrophique pour les traiteurs. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Je tiens à le dire, pour les traiteurs, qu'ils soient petites, moyennes tailles, toutes les entreprises familiales de traiteurs qui accompagnent les consommateurs sur les mariages, les réceptions, pour eux, c'est dramatique ce dispositif. Parce que ce sont des contrats. Les restaurateurs utilisent à la marge les contrats courts. Les traiteurs, c'est par nature de leur activité. Il y a une saisonnalité dans leur activité, il y a des pics d'activité, il y a le pic des mariages juin-juillet. Comment vous pouvez échapper à ce malus quand vous êtes traiteur? Moi, je ne sais pas faire. Il faut peut-être que la branche réfléchisse à réintroduire une notion de contrat de travail intermittent. Juste, c'est intéressant le débat qu'on a. Difficulté. Ah oui, la notion d'intermittence, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on travaille sur une... Au temps partiel annualisé, mais on n'avait plus le droit de le faire, ça, le temps partiel annualisé. C'était un dispositif qui était très souple dans les années 2000. Moi, je l'ai utilisé, c'était très souple pour le collaborateur aussi. Florent Malbranc sourit parce que lui, il propose un autre modèle. Non, mais vous sentez loin, finalement, ces sujets qui sont un peu de droit du travail. Non, c'est pas qu'on sent... Et je le dis sincèrement, Non, mais moi, je trouve que ça montre la déconnexion totale entre, typiquement, une décision comme celle du bonus-malus et la réalité du terrain. C'est impossible. C'est impossible. En fait, et puis il faut arrêter de voir le CDI comme un graal absolu aujourd'hui. Nous, nos utilisateurs, ils veulent pas retourner en CDI, ils sont contents. On ne dit pas qu'ils vont être contents tout le temps comme ça. C'est pas. Mais dans ce moment-là, à ce moment-là de leur vie, en fait, ils n'ont pas envie. Il faut arrêter de vouloir les forcer par une contrainte sur les entreprises. Puis en plus, c'est très français, je trouve, d'aller mettre un malus. Alors qu'en fait, on est en train de parler de revaloriser un secteur. Ça donne une image extrêmement négative. Je trouve que c'est pas très intéressant. Je ne sais pas si on l'a vu à l'antenne, mais il y a cette petite animation qui a été réalisée sur quelques chiffres, parce que c'est intéressant de voir que l'hôtellerie, café, restaurant est le premier recruteur de France. Je veux dire, il faut quand même le rappeler. Et quand vous dites que vous n'êtes pas premier recruteur de France, 220 000 non-salariés, 200 000 établissements, 6e employeur de France, et premier recruteur de France, vous l'évoquiez, parce qu'à un moment donné... nous embauchons des collaborateurs qui sont sur le bord de la route.
c'est-à-dire dont l'école ne veut plus, dont les parents ne veulent des fois plus s'occuper, des collaborateurs qui viennent de tous horizons, de toutes cultures. Et nous sommes un formidable ascenseur social, il faut le dire. Et quand on cherche à revaloriser le secteur, il faut prendre des témoignages, il faut aller chercher des gens qui ont démarré dans ce métier sans rien, juste avec leur énergie, leur bonne volonté, et qui ont aujourd'hui des belles réussites. Et il y en a beaucoup dans le secteur de la restauration. C'est vrai. Et aujourd'hui, tous ceux qui quittent la restauration et qui sont chassés par d'autres secteurs, la santé notamment, moi j'ai plein d'exemples de collaborateurs qui sont partis de la santé, ils sont extrêmement appréciés parce qu'ils ont appris dans le secteur de la restauration une souplesse, agilité, la gestion contact, du stress, la capacité d'agir dans l'urgence, la capacité de travail, ils ont plein de compétences. Et c'est une formidable école de la vie, psychologique aussi, la relation psychologique dans le management. C'est très important de signaler que dans nos métiers, on apprend la vie. C'est une école de la vie. Un dernier mot. Oui, si vous regardez l'étude, j'ai oublié le nom de l'étude qui est sortie, mais sur les métiers de 2030, on a tendance à avoir un monde de demain qui serait complètement technologique. Les métiers qui recrutent le plus en 2030, c'est les métiers manuels. de restauration. Bah oui. C'est les métiers du soin et de la santé, qui sont des métiers qui ne seront jamais automatisés. Et je le dis aussi bien comme une demande, comme une affirmation. Je ne veux pas aller au restaurant et être servi par un robot. Ça commence, j'ai vu qu'il y avait des robots qui servent. Qui font des pizzas. Oui, mais ce n'est pas l'expérience qu'on a envie d'avoir. Évidemment. Et donc, ce sont des métiers humains, qui sont des métiers de savoir-faire, qui sont des métiers de compétences, qui sont des métiers de terrain, de présence et de contact. Avant de nous quitter, Pascal Mousset, il y a cet établissement que j'ai parlé, vous avez 5 établissements, vous avez beaucoup de salariés, vous avez une belle entreprise. Est-ce que vous, au-delà de vos établissements, vous êtes un peu inquiet quand même pour l'avenir? Parce qu'on voit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, on voit qu'il y a des difficultés de prix qui augmentent. Vous devez avoir déjà là, des adhérents qui vous disent, moi, si ça n'avance pas plus vite, qu'est-ce qu'il faut faire? On baisse la TVA? Qu'est-ce que le gouvernement ou le pouvoir qui arrive doit faire? La TVA. Elle a baissé. Elle a baissé. Oui, Aujourd'hui, dans les propositions que notre organisation, le GNI, fait, celle qui me paraît la plus importante, c'est d'avoir une règle au niveau des charges sociales sur les entreprises à forte intensité de main-d'œuvre qui soit beaucoup plus raisonnable. Alors, c'est le bâtiment, c'est la santé, soignants, etc. Et c'est la restauration. Que ces 3 secteurs, qui sont dans la même OPCO aujourd'hui, dans le même centre de formation, ils aient un régime dérogatoire en matière de niveau de charge sociale. Baisse de charge. Voilà, parce que dans nos métiers, il n'y a pas de productivité. On ne peut pas améliorer la productivité. Donc, il faut qu'on ait un niveau de charge sociale qui soit moins élevé que le reste des secteurs. Je pense que ça, c'est le plus important. Parce qu'il y a une rupture d'égalité devant la loi. Après, Conseil d'État, là, c'est le juriste ensuite qui va parler. Mais je pense que c'est très important parce que c'est des métiers... Il peut y avoir une dérogation. Enfin, l'Assemblée peut voter... C'est compliqué parce qu'il y aurait un sujet de constitutionnalité... Face au Conseil constitutionnel. D'une telle loi. Avec même une si tout le monde comprend l'intérêt... Et un ministère du Tourisme de plein droit. C'est-à-dire un ministère du Tourisme qui dépend du Premier ministre, qui serait... Parce que c'est 7-8% du PIB. C'est le poumon de votre économie, en tout cas pour Paris, à minima, qui a eu évidemment, les touristes reviennent à peine. Vous confirmez que les touristes reviennent? Les hôteliers sont contents là, pour les 2 mois qui viennent. Les quartiers touristiques, les restaurants, les cafés, c'est très dur. La Défense, c'est une catastrophe. C'est vide. C'est vide et beaucoup d'entreprises vont aller au tapis, ça c'est certain. Merci à vous pour ce débat passionnant. Merci d'être venu nous éclairer sur ce nouveau modèle que vous défendez avec des professionnels indépendants qui vont ensuite se dispatcher dans des établissements à Paris et ailleurs d'ailleurs. Merci à vous, Florent Balbranc. Vous êtes le PDG de Brigade sans eux pour faire international. C'est ce que vous avez dit au début. Pour être international. On est disponible au Royaume-Uni aussi. Et le Royaume-Uni. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à Pascal Mousset, président du GNI Paris-Île-de-France, avec des négos qui sont en cours. Mais ce n'est pas vous qui menez ces négociations, mais vous les suivez de près. Et merci à Nicolas Moncret, avocat en droit social au barreau de Paris. Merci d'être venu nous éclairer. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement et le mental, parce qu'il faut aussi du mental quand on cherche un emploi. Fenêtre sur l'emploi. On parle du recrutement, mais sous l'angle psychologique, parce que le recrutement, évidemment, ça se passe souvent dans la tête, c'est la confiance, c'est le mental. Et on en parle avec Marie Hombrook. Bonjour Marie. Bonjour. Ravi de vous voir, ou vous revoir d'ailleurs, parce que vous étiez venue nous présenter votre livre en septembre, il y a presque 2 ans maintenant, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutif. Ce livre, c'était celui-ci. Et si vous trouviez enfin, entre parenthèses, le job idéal, le secret d'un chasseur de tête, c'était sorti chez Vuibert. Vous êtes venu nous parler de la notion de mental. D'abord, un mot sur votre entreprise. Vous avez une double casquette activité, chasse de tête, mais aussi gestion de transformation et gestion de crise.
Exactement. Donc moi, je m'appelle Marion Brook, j'ai créé un cabinet qui s'appelle Atorius Executive. Et donc on a 2 activités. Tout ce qui va être recrutement classique sur les fonctions RH et juridiques, donc les CDI, les remplacements, les créations de fonctions de DRH, le directeur juridique. Et on a une autre activité qui va être ce qu'on appelle le management de transition. Ça va être des gestions de crise en entreprise, avec soit des remplacements de personnes, comme des remplacements pour des congés maternité, mais aussi pour des missions particulières, donc des PSE, des restructurations. On l'évoquait tout à l'heure dans le débat précédent sur les indépendants dans la restauration qui disruptaient. Ça veut dire quoi travailler au mental, avec des guillemets à mental? La difficulté que beaucoup de candidats ont quand ils se lancent dans une recherche d'emploi, c'est qu'ils ne sont pas forcément prêts. Et ce que je dis souvent, c'est que le recrutement, c'est un jeu. Et dans un jeu, il y aura plusieurs participants et votre objectif, c'est d'être le gagnant. Et la difficulté qu'ont beaucoup de candidats, c'est comme ils ne se préparent pas forcément sur cet aspect mental, ils peuvent rapidement tomber dans des erreurs et devenir ce que moi j'appelle des autosaboteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis et ils se détruisent eux-mêmes. Ils refusent la joie et la victoire. C'est ça, ils partent sur de bonnes intentions, mais en réalité, ils ne performent pas, ils n'obtiennent pas le poste et c'est quelqu'un d'autre qui l'obtient. Et ce quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il aura fait ? Peut-être qu'il aura, à compétence égale, un peu travaillé, un peu plus son mental. Alors, il y a un point que je trouve très intéressant quand on a un petit peu de recul, c'est accepter de faire le deuil de son poste précédent, d'autant quand on y est resté longtemps. C'est compliqué, ça. Mais surtout dans un contexte comme actuellement, où il y a beaucoup de candidats qui vivent des contextes de crise, des contextes de PSE, qui peuvent du jour au lendemain se faire sortir de manière peut-être un peu violente. Donc c'est très dur pour des candidats. Et moi, ce que je leur conseille, c'est avant de partir en recherche, avant de commencer les entretiens d'embauche, prendre le temps, du recul, d'accepter la situation et vraiment, une fois qu'ils commencent les entretiens, qu'ils évitent cet écueil de toujours parler de l'ancien poste. Parce que souvent, on dit, on parle que de ça. Ouais, c'est ça. On a tellement été habité par cet environnement que c'est gênant pour celui qui recrute. Mais oui, souvent on a des candidats qui sont passionnés, des DRH, des directeurs juridiques, des DG, ils adorent ce qu'ils font et ils vivent complètement dans l'entreprise. Sauf qu'il y a un moment, il faut savoir en sortir et ne pas parler de cette entreprise qui est dans le passé au présent. C'est comme dans une rupture amoureuse. C'est exactement ce que je veux dire. C'est quand on parle que de son ex à sa nouvelle compagne, en général, c'est un peu fatigant. C'est pareil, voilà. Donc là, arrêtez de parler des ex et concentrez-vous sur l'avenir. Il faut regarder devant, est-ce qu'on construit dans la nouvelle entreprise ou dans la nouvelle rencontre qu'on est en train de bâtir. L'affirmatif positif, c'est-à-dire c'est essayer c'est quoi ? C'est un peu de la programmation neurolinguistique. Il faut nettoyer de son cerveau tous nos freins, nos angoisses. Je suis nul, je suis pas bon, j'y arriverai pas. C'est ça un peu. Exactement. La bonne nouvelle qu'on a dans le mental, c'est que c'est comme un muscle. Donc un muscle, ça se travaille. Et qu'est-ce qu'on fait pour travailler son muscle ? Sa confiance en soi, c'est quelque chose, on va se répéter des affirmations positives, ou en tous les cas, on va arrêter d'écouter sa petite voix négative. Pour les candidats, c'est souvent « je suis nul, je ne sais pas faire du réseau ». Oui, mais si vous répétez ça toute la journée, ça ne va pas marcher. Donc l'idée, c'est d'arrêter de se répéter ces phrases-là et plutôt transformer en disant « j'apprends ». Et surtout, moi, ce que je dis, c'est de regarder un peu son parcours avec bienveillance et se dire ça, je l'ai réussi, ça, je l'ai raté. Ok, c'est comme ça, mais au moins, ça, je l'ai réussi. Et c'est de se repositionner dans une situation positive. Et j'imagine aussi faire émerger des éléments très positifs de sa carrière ou des moments forts de sa carrière pour s'y accrocher, j'imagine. Oui, puis surtout pour nous donner envie. Parce que quelqu'un qui arrive dans une énergie positive, alors le mot énergie, attention, ouais. Calmons-nous quand même, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui vous donne envie, forcément, vous allez vouloir le recruter et vous vouloir, en tout cas en tant que chasseur de tête, le conseiller à vos clients. Alors là aussi, on en revient un peu à la programmation neurolinguistique. L'idée, c'est de visualiser. Alors ça, en l'occurrence, c'est avant, c'est la veille ou c'est le matin. On essaie un peu comme le skieur qui prépare sa course, on essaie de s'imaginer ses premiers mots, la manière dont on va s'asseoir. C'est quoi la visualisation ? Oui, l'idée, c'est de se dire, avant d'aller à un entretien d'embauche, je me prépare, je me mets au calme, je me prépare et je me trouve des moyens, des exercices de concentration qui me mettent dans la disposition de réussir. Alors visualiser, ça veut dire quoi ? C'est de s'imaginer rentrer dans le bureau, échanger, poser son porte-manteau, son manteau au porte-manteau et s'imaginer répondre aux questions. Et déjà, imaginer ce qu'on va pouvoir répondre à telle ou telle question. Et en faisant
faisant ça, en fait, votre cerveau, on va enlever la bande passante, une certaine bande passante qui est concentrée à qu'est-ce que je dois faire. Et vous allez vraiment pouvoir vous concentrer à échanger avec l'échange que vous allez avoir avec votre interlocuteur. Parfois, ça ne se passe pas toujours comme on l'a visualisé. Il faut quand même, faut pas vendre du rêve. Non, mais attendez, la visualisation... Le café se renverse. Enfin, je veux dire, on a imaginé la plus belle scène, puis finalement... Mais évidemment, la visualisation, c'est juste une astuce, mais ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Mais ça aide, en fait. On peut se dire, non, mais ça ne sert à rien. Mais en fait, si inconsciemment, plus vous allez le répéter, plus vous allez le faire, plus vous allez rentrer dans des automatismes d'entretien d'embauche. Et donc, nettoyer finalement tout ce qui peut être des scories, des pollutions mentales, en fait. Exactement, c'est ça l'objectif. Alors, vous aviez une dernière astuce. Bon, c'est plus compliqué quand on est un homme, mais ça peut aussi marcher. C'est d'être, vous dites, la posture de la Wonder Woman. C'est quoi la posture de la Wonder Woman? Wonder Woman, Superman, mais ce que vous voulez. Ah, vous me rassurez. Oui, bien sûr. En fait, est-ce que vous avez déjà remarqué que les sportifs qui terminent un marathon, ils lèvent toujours les bras, ils font le V de victoire? Toujours. Et en fait, c'est... Même quand ils ne sont pas premiers, d'ailleurs. Hein. Oui. Non, mais il faut le préciser. Même le dernier lève les bras. Ouais. Et en fait, c'est juste un moment où en fait, on se met dans une posture, on se prépare physiquement, ou en tous les cas, on se met dans un moment où on va lever les bras. Et en fait, c'est de l'énergie qui va revenir vers nous, en fait. Ah, vous nous dites, là vous nous donnez un conseil très pratico-pratique, c'est-à-dire que c'est au-delà de la joie de lever les bras, c'est qu'en fait, c'est une posture physique qui va redonner de l'énergie, qui fait redescendre un peu le sang, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est mon astuce. C'est souvent, avant d'aller dans un rendez-vous client un peu important, un peu tendu. Donc, si on voit des gens dans les bureaux, ils sont passés parmi Marie Hombrook, ils ont levé les bras. Alors moi, je conseille quand même de plutôt le faire aux toilettes. Comme ça, on est... Non, mais blague à part, c'est vrai que ça peut paraître un peu iconoclaste dans un hall, dans une entreprise, mais vos clients, ceux que vous accompagnez, lèvent les bras pour... c'est quoi l'idée? C'est recréer une énergie? C'est comment vous le définiriez? Alors non, pas mes clients. Moi, c'est en tout cas à titre personnel. C'est ce que vous faites. Ce que moi, je fais. Après, il y a tout le monde, chacun a sa petite astuce. Mais en tous les cas, avant d'être dans un moment où je sais qu'il va y avoir de la tension, je me suis trouvé une astuce, une posture. Vous trouvez sa posture, en fait. Voilà, c'est ça. Et celle-là, elle marche assez bien parce que c'est celle qui vous redonne de l'énergie. Et donc, quand vous êtes à un moment où il va falloir un petit peu vous battre, un petit peu au combat, plutôt se mettre dans une posture de gagnant que de perdant, en fait, ou d'auto-saboteur pour y revenir. Donc, à chacun de trouver sa posture, ou en tout cas son geste qui lui permet en fait de pouvoir trouver sa bonne concentration, en fait. C'est un peu ça l'idée. Il y a quelqu'un que j'adore qui s'appelle Pierre Durand, qui a été champion olympique à cheval. Bien sûr, champion olympique d'équitation, obstacle. Obstacle, ouais. Et moi, je fais énormément d'équitation, et c'est quelqu'un qui me coach actuellement. Je suis en train de me préparer sur Pierre Durand vous coach? Entre autres, ouais, sur un concours qu'on est en train de préparer pour la Baule au mois de juillet. Si vous voulez, on en reparlera. C'est un très grand concours d'ailleurs, la Baule. Ouais. C'est canon. Et alors, du coup, on a fait tout un sujet sur le mental. Et lui, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites avant un concours? C'est quoi votre truc? Et lui, il a un mantra dans sa bombe. Il a un petit mot, il y a marqué tempo. Et en fait, tempo, pour lui, ça symbolise, il sait qu'il doit être dans un certain rythme à cheval. Et c'est un mot qui, automatiquement, le met dans un situation de concentration. Ça veut dire que quand il prend sa bombe, il jette un œil, évidemment, à l'intérieur. Et ce mot lui renvoie la bonne mécanique, le bon rythme du cheval. Exactement. C'est extraordinaire. Écoutez, bonne chance pour cette compétition, parce que c'est aussi important d'être bien dans son sport, pour être dans son équilibre professionnel. Merci Marie Hombrook d'être venue nous rendre visite, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutive, et ce livre, ici vous trouviez enfin le job idéal, les secrets d'un chasseur de tête chez Vuibert. On le trouve toujours, j'imagine. Oui, toujours. Toujours en vente dans les meilleures librairies. Merci à vous, évidemment. Merci à vous qui nous regardez. Merci pour vos réactions sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe. Merci à Kenny pour la réalisation. Merci à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Carla pour l'accueil invité. D'ici là, on se retrouve demain, évidemment, pour une nouvelle émission. Puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Il n'y a que l'embarras du choix. Bye bye, à demain.